Aujourd'hui, j'ai une histoire triste, mais une histoire vraie, mais surtout une histoire très importante pour les neurosciences. Et ouais, après c'est un petit peu le thème de la chaîne. Violon, c'est l'histoire d'un homme qui a rendez-vous quasi tous les jours de ses 27 ans jusqu'à sa mort avec une thérapeute. Il fait des tests, discute avec elle, mais jamais il ne se souviendra d'elle ni de son prénom. À chaque fois qu'il ouvre la porte, il se retrouve face à une inconnue. Cet homme, c'est le patient HM. Et si t'as l'impression que ta mémoire te fait défaut, que tu oublies tout, eh bien, sache que cet homme a été scruté par pas moins de 100 neuroscientifiques pour ses problèmes de mémoire. Yo mes petits hippocampes, aujourd'hui parlons de la mémoire. L'hippocampe est une structure du cerveau faisant partie du lobe temporal du cortex cérébral. Et oui, son nom est bien tiré de l'animal hippocampe, ce petit cheval des mers. Alors ne me demandez pas pourquoi, j'étais pas là, mais il trouvait que ça ressemblait, donc hippocampe, voilà. Comme ça, vous allez vous en souvenir. Le système limbique est considéré comme le cerveau primitif. Il est aussi impliqué dans la faim, dans la motivation, dans la libido, l'humeur, la douleur, le plaisir, la mémoire, etc. etc. L'hippocampe est la structure la plus précocement et gravement touchée dans nombreuses maladies neuropsychiques telles que la maladie d'Alzheimer ou encore l'épilepsie. Et c'est pour ça qu'en 1953, le docteur Scottville a décidé de le retirer à son patient. Je crois que je suis allée un peu trop vite là. On recommence. Il était une fois Henry Molaison. Henry est né le 26 février 1953 dans le Connecticut. Mais pas du tout. Il est né le 26 février 1926. Il se passait quoi à cette époque? En 1926, il y avait quoi? Il y a eu le prix Nobel de la paix attribué au français Briand. Je ne sais pas qui tu es, monsieur. Maintenant, vous le savez. Moi aussi. Donc, tout va bien, le petit Henri grandit et à 7 ans, il prend son petit vélo, il roule et bim, il tombe sur le sol, fêlure du crâne. Voilà. Alors oui, avec un casque, t'as l'air con, mais il y a un grand sage qui a dit « Vaut mieux avoir l'air con 5 minutes qu'une fêlure au crâne ». Évidemment que c'est moi. Vous savez que je suis la sagesse incarnée. Donc, suite à cette fêlure, notre petit Henri commence à faire des crises, à faire des malaises, à convulser, à perdre le contrôle. Comme la petite Charlotte Fidji, notre petit Henri commence à faire de l'épilepsie. Sauf que son épilepsie n'est pas soignable, c'est-à-dire que quand il prend des médicaments, rien n'y fait. Alors oui, il aurait pu tenter le CBD, mais à cette époque, c'était pas connu. Ça se soigne pas, et les années passent, et ça devient de pire en pire, et il a du mal du coup à avoir une vie, à prendre ses études, etc. Et à 27 ans, il se dit, fuck, je suis plutôt un beau gosse, moi je veux une vie, enfin il se dit pas ça, mais t'as compris, il en a marre, il se dit, je vais tenter le tout pour le tout, et je vais me faire opérer. Sauf que, en 1953, on est moyen chaud sur le cerveau. Surtout qu'il y avait juste à peine Atkinson et Shiffrin qui avaient sorti les trucs de mémoire à court terme, mémoire à long terme, etc. Mais c'était encore très flou. Et puis aussi, à cette époque, ils pratiquaient beaucoup la lobotomie pour les maladies psychiatriques. Parce que pour eux, à l'époque, le cerveau, c'était homogène, c'était un bloc. Shutter Island est un très bon film. Non mais si vous avez pas les refs aussi, c'est pas mon problème. Donc, Henry décide d'aller voir le docteur William Scottville. Il lui explique son problème, et vu qu'il est réputé, le docteur, pour être un peu fifou et tenter des expériences, il lui dit, bah voilà, moi je fais de l'épilepsie, etc. J'ai besoin d'aide. Et là, le docteur Scottville, il se dit, je pense que on va t'enlever l'hippocampe. Plus d'hippocampe égale plus de problème. Et c'est ce qu'il fit le 1er septembre 1953. Et c'est comme ça que Henry Molaison est devenu le patient HM. En gros, Henry s'est réveillé, il a dit yo, on lui a dit yo. On a vu que sa personnalité, elle était restée pareille, que même il avait gagné un petit peu en QI, donc on s'est dit, hop, tu peux retourner chez ta mère. Sauf que le docteur Scottville a laissé au patient HM la plus grosse amnésie totale décrite dans les neurosciences. Mais on part sur une amnésie complète, c'est-à-dire une amnésie antérograde et rétrograde. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc grosso modo, l'amnésie, c'est l'oubli. On va imaginer que les souvenirs, ça laisse des traits. Ces traits, on va les appeler les traces mnésiques. L'oubli, c'est la perte d'une partie, donc d'un bout de trait, ou de toute l'information, c'est-à-dire du trait en entier. Soit dû à un déficit d'accès à la trace mnésique, c'est-à-dire que la trace est toujours présente mais on n'y arrive pas à y accéder, ou à l'indisponibilité de cette trace mnésique, c'est-à-dire que le trait est totalement effacé donc on ne peut plus y accéder, plus de traits, plus de souvenirs. Sauf que il y a plusieurs formes d'amnésie, notamment du coup l'amnésie antérograde et rétrograde. L'amnésie antérograde, c'est donc l'incapacité sélective d'établir et de maintenir des traces mnésiques nouvelles suite à une affection cérébrale. C'est une amnésie qui touche donc les capacités d'apprentissage. Donc soit votre cerveau, ce que vous avez en gris c'est les traces mnésiques que vous avez dû passer, mais aujourd'hui c'est aujourd'hui et vous apprenez de nouvelles choses. Donc de nouvelles choses c'est des nouveaux traits, sauf que vu que vous avez une amnésie antérograde, ces nouveaux traits s'effacent au fur et à mesure. Du coup c'est la grosse merde et vous ne pouvez plus apprendre quoi
quoi que ce soit. Et ensuite, donc, il y a l'amnésie rétrograde. C'est la perte ou l'altération d'informations acquises préalablement à un épisode pathologique. Soit votre cerveau qui a ses traits gris, c'est-à-dire ses anciens souvenirs qui vont s'effacer au fur et à mesure. C'est-à-dire que vous allez plus savoir le nom de votre chien, de votre chat, de votre femme, etc., etc. C'est encore plus vénère. Et c'est ce qui arrive quand vous buvez de l'alcool ou que vous prenez des drogues. Donc vous êtes à votre soirée, vous buvez, et là, hop, le matin, il ne reste plus rien. Haha, c'est rigolo, j'ai fait un blackout, jusqu'au jour où, à cause de l'alcoolisme chronique, vous avez une carence en vitamine B1, due aux lésions du corps mammillaire. Et l'amnésie antérograde et rétrograde devient votre BFF de vos environ 60 ans jusqu'à votre mort. Et quand vous vous en rendez compte, c'est déjà trop tard. Le cerveau, c'est... Ce n'est pas le sujet du jour, mais c'était un petit teaser d'une des prochaines vidéos qui arrivera sur cette chaîne et qui concerne l'alcool. L'alcool et la mémoire, une histoire très fascinante. Bon, notre patient HM, il a donc perdu ses souvenirs et en plus de ça, il est incapable d'en former des nouveaux. Donc là, le docteur, il va se dire, bon, il y a un problème, je vais envoyer quelqu'un analyser notre patient dans son quotidien. Et donc, il y a la neuropsychologue, en outre des autres, Brenda Milner, qui va s'occuper du cas HM. Cette femme fait le taf de mes rêves. Et donc, son travail à elle, c'est essayer de comprendre et de faire passer des tests à ce monsieur. Elle s'aperçoit à travers les tests que quand elle lui montre des choses, il arrive à s'en souvenir à peu près 15 minutes et 5 minutes plus tard, il a totalement oublié. Donc elle lui refait faire plusieurs fois les mêmes tests et il a une autonomie de 15 minutes. C'est-à-dire qu'au bout de 15 minutes, il sait même plus qu'il est en train ou qu'il a passé un test. Dans ce genre d'amnésie, c'est aussi très dur pour l'entourage parce que tu n'es plus autonome. Là, Milner, après les tests, elle se dit on est nul. On lui a enlevé l'hippocampe et le mec, comme je vous ai dit plus tôt, pour les neuroscientifiques, le cerveau était monolithique. Genre un bloc, et là, clairement, ça ne collait pas avec ce qu'ils pensaient du cerveau. Donc, en outre d'enfin comprendre ce que c'était la mémoire à long terme, à court terme, etc., ils se sont dit, donc ils ont compris qu'il y avait différentes mémoires et que ça se stockait dans différentes parties du cerveau, notamment avec encodage, stockage et récupération. Pour faire simple et vous expliquer comment ça se passe dans le cerveau, on va prendre un principe de boîte. Moi, personnellement, c'est comme ça que je m'en souviens le mieux. En gros, pour se souvenir de notre trait, il faut qu'il passe dans différentes boîtes. Donc imagine que ce trait, c'est le parfum de ton crush. Du coup, quand tu sens pour la première fois le parfum de ton crush, tes neurones vont s'activer et danser le cha-cha-cha pour créer un nouveau souvenir grâce à vos sens et en l'occurrence votre émotion puisque vous kiffez votre crush évidemment. Donc tout ça, ça va être dans la boîte numéro 1 qui s'appelle donc la mémoire de travail ou la mémoire à court terme. C'est environ une demi-seconde à 10 minutes. Puis pour que ce souvenir soit stocké, donc ce trait soit stocké dans la boîte numéro 2, il va passer par ce qu'on appelle le circuit de Papez. Et dans ce circuit incroyable de Mario Kart, on retrouve l'hippocampe. En gros, l'hippocampe, c'est le carrefour, l'endroit qui sert à consolider votre souvenir. Et plus on va sentir l'odeur ou essayer de la réactiver en mémoire, plus on va consolider le souvenir. Donc, oh oui, vous sentez la douille arriver. Et ensuite, évidemment, quand c'est assez consolidé et que ça va se répéter, ça va passer dans la boîte numéro 2 qu'on appelle donc la mémoire à long terme. Sauf qu'à notre patient HM, quand on lui a enlevé donc l'hippocampe... Voilà. Donc, grosso modo, l'hippocampe, c'est un peu comme un pont pour aller d'un point A à un point B. Sauf que comme on lui a enlevé le petit pont, il peut plus aller au point B. Donc, il ne peut rien stocker, en fait. Enfin, je veux dire, lui, il voit un truc, il s'en souvient 15 minutes et... c'est fini. Et là déjà, mon taux de fascination pour le cerveau est un level maximum, mais c'est pas fini. Le plus incroyable dans tout ça, c'est qu'elle lui a fait faire le fameux test de l'étoile, donc c'est-à-dire vous faites dessiner un patient avec un miroir en face et le patient doit le refaire. Donc notre patient HM, il dessine une première fois, il s'en sort pas trop mal, mais évidemment quand il a fini son dessin, il a totalement oublié qu'il a dessiné, mais ils lui refont faire une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, et pour lui c'est toujours des premières fois. Sauf que, fur et à mesure qu'il dessine, il s'améliore. C'est-à-dire que son dernier dessin est bien mieux que son premier dessin, alors que pour lui c'est toujours le premier dessin. Alors là ils se sont dit waouh, on tient un truc, mémoire déclarative et mémoire procédurale. C'est-à-dire que la mémoire déclarative c'est les noms, les dates, etc., et la mémoire procédurale c'est la mémoire du savoir-faire. C'est-à-dire que lui consciemment il ne se souvenait de rien, mais que ses centres moteurs qui n'ont pas été du tout touchés par l'opération, eux se souvenaient, sans que lui se souvienne qu'il se souvient. Et oui, gros plot twist de ouf, parce qu'il pensait qu'on pouvait caler d'un point A à un point B, alors qu'en fait il y avait un B' et un autre endroit pour passer et accéder à cette mémoire à long terme. En gros, ils se sont aperçus que c'était le pont qui mène au chemin de la mémoire déclarative qui était cassé, mais pas celui qui menait à la mémoire implicite. Là, ils ont dit waouh, on était genre totalement à côté de la plaque. C'est la mémoire du savoir-faire et la mémoire du savoir. C'est-à-dire que vous pouvez savoir faire des choses sans le savoir. Moi, je trouve ça trop bien. C'est pour ça qu'on dit que quand vous révisez, il faut revoir plusieurs fois, faire travailler vos mémoires, etc., parce que c'est plusieurs boîtes et ça se travaille ensemble. Donc, grosso modo, pour récapituler les types de mémoire, voilà, bon, je veux pas vous refaire avec la mémoire à court terme, nanana. Et donc, après la mémoire à court terme, ça passe par différents endroits, donc
donc l'hippocampe, et ça mène à donc la mémoire à long terme. Et on y retrouve d'un côté dans le lobe temporal médial la mémoire déclarative, donc la mémoire explicite, avec la mémoire épisodique. Donc la mémoire épisodique, c'est les événements vécus avec leur contexte, le date, le lieu, l'état émotionnel, etc., etc. Par exemple, si vous avez fait votre mariage ou si vous avez eu votre examen, votre permis, etc., ben, vous allez plus facilement vous en souvenir parce que voilà, c'est un épisode, bref, vous avez compris. Et dans ce même endroit, il y a aussi la mémoire sémantique, c'est où on stocke ses connaissances générales, donc les connaissances actuelles sur le monde, les définitions de concepts abstraits, etc., etc. Genre par exemple, vous savez que Sarkozy a été président, ben voilà, c'est mémoire sémantique. J'ai pris le premier truc qui me venait en tête. Et de l'autre côté, nous avons donc la mémoire non déclarative, donc implicite. Et c'est là que se trouve notre fameuse mémoire procédurale, comme je viens de vous le dire dans cette vidéo, c'est une mémoire à long terme qui permet la motricité automatique. Par exemple, quand vous conduisez votre voiture ou quand vous jouez à Mario Kart, c'est de la mémoire procédurale. Quand vous cuisinez, faire cuire vos pâtes, etc., vous pouvez le faire sans trop réfléchir, logiquement. Après, il y a encore d'autres mémoires, etc., etc., mais de toute façon, vous avez le schéma devant vos yeux. Et évidemment, on ne sait toujours pas tout parce qu'il y a encore des recherches et il y a encore de tout qui fait que c'est encore tout est remis en question. En fait, on n'en sait pas grand chose. Mais globalement, aujourd'hui, on en est là à peu près sur les types de mémoire. Pour son malheur, le patient HM a quand même eu beaucoup de chance parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des problèmes similaires et tout le monde s'en est battu la race. Et c'est grâce, du coup, malheureusement et heureusement à lui et surtout à tous les chercheurs qui se sont battus pour comprendre ce qui se passait, qu'ils ont plus que compris la mémoire, ils l'ont totalement redéfinie. Henry Molaison est mort à l'âge de 82 ans, donc il a vécu dans un endroit parce qu'il était plus du tout autonome, enfin je veux dire il était obligé d'avoir des soins tous les jours. Quand vous avez des maladies du style Korsakoff ou d'autres amnésies, c'est très dur pour la famille. Vous êtes plus du tout apte à vivre seul, vous ne pouvez plus vous débrouiller seul puisque quand vous avez la mémoire qui bug, c'est compliqué. Et quand il est mort, ils ont pris son cerveau, ils l'ont scanné et ensuite ils l'ont découpé en plein de petits morceaux, etc., etc., pour le reconstruire, pour prendre des photos et faire une carte mentale de neurones. Tout le monde est en mode waouh, c'est dingue. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, que j'arrive à vous transmettre ma passion pour les neurosciences. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo pour me soutenir, à commenter et à vous abonner à la chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait puisque c'est une nouvelle chaîne YouTube comme vous pouvez le voir. Et aussi à me rejoindre sur mes divers réseaux sociaux. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouverai dans un prochain épisode. Sur ce, bye bye.